Let's go, ladies. What a mess. Ouh, c'est nul! Merci de me soutenir. Je vous pose la question. Qui est un danger pour la paix dans le monde? Qui? François Mitterrand, quelques semaines avant de mourir, il a dit « La France est en guerre et les Français ne le savent pas ». Et il a poursuivi en disant « Les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde ». Il n'a pas dit les Russes, il n'a pas dit les Chinois, il n'a pas dit les Arabes, il n'a pas dit les musulmans, il a dit les Américains. C'est ça, hein, moi, ça me dégoûte, cette hypocrisie au niveau géopolitique. Donc l'Europe est hypocrite, si je vous suis. Complètement. On est en train de parler maintenant des Ukrainiens. Qui est en train de parler du peuple palestinien aujourd'hui, qui se fait massacrer? Personne. L'Arabie Saoudite, notre grand allié sur lequel on va aller acheter l'essence, le pétrole, pas de problème de sanctions. On est complètement dans une hypocrisie aujourd'hui où en fait le seul agenda qui existe, hein, monsieur Rebos, c'est l'agenda d'une domination économique. Et vous avez raison que le capital, on y revient. Tout à fait. Et les Russes veulent évidemment leur zone d'influence, mais les Américains, les Européens aussi. Qui a installé sur son ambassade à Paris un système d'écoute de tout ce qui se passe entre les lieux du pouvoir? Qui a écouté Angela Merkel ou le président Hollande ou même dans le président Macron, et on le sait, ça a été avoué? Qui a balancé en 1951 sur la ville de Pont-Saint-Esprit dans le Gard du LSD pour voir l'effet que ça faisait sur les populations? C'est délirant. On est dans un monde délirant. Qui nous impose une culture woke continuelle pour détruire l'âme même de la France? Qui nous impose tous les jours des films, de la musique, des séries, qui nous impose un mode de vie particulier relevant d'un pays particulier? Qui a détruit le gazoduc Nord Stream? Qui est à l'origine de l'effondrement de l'économie allemande et de l'économie française? Qui nous force à acheter des gaz de schiste à des prix faramineux? Qui est en train de rendre l'économie française et l'industrie française pour toujours, ou en tout cas pour très longtemps, non compétitives? Qu'est-ce que les Américains en ont à foutre de la démocratie dans le monde? Ils ont rasé un pays comme l'Irak. Est-ce qu'on a demandé à M. Bush d'aller devant le tribunal pénal international? Pas du tout. Je suis stupéfait à quel point on ne comprend pas notre pays, tous ces gens-là qui nous détestent. Je n'arrive pas à y croire, car je sais à quel point nous sommes bons. Ce que je veux vraiment leur dire à Washington, je ne peux pas le dire à la télé. À la télé française, vous pouvez le dire. À la télé française? Oh, je ne sais pas si je vais le dire. Je pourrais être arrêtée pour ça. Washington? J'emmerde Washington. Les Français aiment l'Amérique. Ils l'aiment grande. Ils l'aiment immense. Ils l'aiment à la hauteur des rêves que nous faisons pour ce grand pays et cette grande société. Voici comment, il y a 20 ans, le plus gros mensonge de l'histoire allait tuer des centaines de milliers d'innocents et changer le monde à tout jamais. Ça commence avec cette image historique. C'est le 5 février 2003 et on voit Colin Powell, alors secrétaire d'État américain, expliquer devant le Conseil de sécurité de l'ONU que l'Irak détient des armes de destruction massive. Des inspections de l'ONU effectuées sur le terrain ne trouveront jamais des armes de destruction massive. Colin Powell dira plus tard que cette prestation était une tache sur sa réputation. Je veux dire au monde, à tous les peuples libres, que ces criminels de Washington doivent quitter le pouvoir et que l'homme qui est à la Maison Blanche est un meurtrier. Le droit international interdit de faire la guerre aux civils et de provoquer un sociocide. Ils ont anéanti l'Irak pour pouvoir mettre la main sur Saddam Hussein. C'est l'un des plus grands crimes internationaux depuis la Seconde Guerre mondiale. Un crime a été commis avec la complicité totale des médias grand public, qui ont privé d'antenne des voix critiques comme la mienne. Mais c'était une pure perte de temps. L'invasion de l'Irak était imminente. Il a fallu céder la place à un défilé ininterrompu de généraux, de commandants, d'amiraux à la retraite et d'anciens directeurs de la CIA. Qui a mis dans la tête des présidents de la République qu'il y avait un nouvel ordre mondial qui allait s'installer et que de toute façon,
Personne, je dis bien personne, vous rappelez cette phrase de Sarkozy, ne pourra s'y opposer. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Qui a propulsé Emmanuel Macron à l'Élysée par une manipulation des médias qui a fait que l'élection présidentielle a été entièrement vidée de son honnêteté, de son fair-play? Qui a prévu de démanteler les pays du Moyen-Orient par la politique du Grand Moyen-Orient après les attentats du 11 septembre? Qui a lancé progressivement une véritable campagne d'encerclement de la Russie? Qui possède 843 bases militaires dans le monde, alors que la Russie, qu'on nous présente comme une grande puissance dangereuse et impériale, n'en possède que 9, dont 8 dans les anciens pays de l'URSS? Qui nous explique que nous devons aller tous vers un nouvel ordre mondial qui doit s'imposer à tous? Qui nous a forcés à avoir des injections ARNM? Quel pays se cache derrière tout ceci? Ah, c'est difficile de regarder la vérité en face. Comment réagit une puissance impérialiste quand elle se fait dépasser? Et c'est l'expérience du dernier siècle qui nous le montre. Elle réagit par la guerre. Elle réagit par la guerre parce que l'armement est une supériorité qui est utilisée vers les autres nations pour pouvoir régler les conflits économiques. Or, les États-Unis d'Amérique ont une longue tradition d'intervention dans les affaires intérieures d'autres pays. Je vous rappelle, chers collègues, que la Charte des Nations Unies est très très claire. Après 1945, il y avait une sorte de pacte entre les nations de dire on ne va pas se mêler des affaires intérieures des autres nations. Pourquoi, chers collègues, devons-nous garder ce partenariat stratégique? Et pour nos peuples à nous, et pour les peuples du tiers-monde, nous n'avons aucun intérêt à ce partenariat stratégique. Alors on va me dire, ouais, mais ce sont nos normes et nos valeurs communes. La résolution ici commence par nos normes et nos valeurs communes. C'est quoi les normes et les valeurs communes des United States of America? C'est quoi nos valeurs communes? C'est Guantanamo? La torture officialisée dans un centre de détention comme Guantanamo, c'est ça les normes communes? Sur l'île de Cuba d'ailleurs, au mépris de l'indépendance territoriale cubaine. Vous imaginez, donc ce centre de Guantanamo se retrouve sur l'île de Cuba, alors que Cuba n'a rien à dire sur le sujet. Madame Jadin souhaite pouvoir prendre la parole, Monsieur Lebaud. Avec un grand plaisir, Madame la Présidente. Il n'y a pas qu'un revers de la médaille, mais il y en a plusieurs. Il n'y a pas qu'une facette de la coopération, mais il y en a plusieurs. Tout comme nous le faisons ailleurs avec d'autres pays. Quand nous condamnons la violence, quand nous condamnons la violence des droits fondamentaux, nous le disons aussi. C'est le propre de la diplomatie. Je peux juste demander, alors, si vous avez autant de critiques à leur partager sur les États-Unis, pourquoi on n'a jamais pris une sanction envers les États-Unis? Pour ceux qui voient la vidéo, les mouches sont en train de voler dans l'Assemblée. Et c'est ça la question. C'est ça la question, c'est que malgré les bombardements, malgré 1,5 million de morts irakiens, malgré la non-reconnaissance de tout ce qui se passe en Palestine et l'abandon par l'administration Biden de Palestine, jamais l'Europe va prendre la moitié du quart d'une sanction que les États-Unis d'Amérique. Par contre, toutes les autres nations du monde, là il n'y a pas de problème, boum, 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 etc. Pour parvenir à une telle puissance, les États-Unis vont s'appuyer sur un concept simple et efficace, le soft et le hard power. Le soft power est un concept qui signifie force douce. Il s'agit pour un État d'user de ses capacités d'influence et de séduction pour faire avancer ses intérêts géopolitiques. Dans le cas des USA, le soft power est utilisé avec Hollywood et les séries qui vont influencer le monde avec la culture et le mode de vie américain. Il y a aussi l'acceptation de la grandeur des USA par les renommées technologiques telles que Apple, Microsoft ou Facebook. Enfin, nous pouvons aussi citer les prestigieuses universités américaines qui caracolent dans le top 10 des plus grandes facultés au monde. Mais pour imposer leur domination, les USA ont besoin de brutalité pour intimider les autres pays. C'est le rôle précis du hard power. Ce concept signifie force brute. Il s'agit pour un État d'user de ses forces militaires pour faire avancer ses intérêts géopolitiques.
Pour soumettre un pays, les États-Unis ont tout ce qu'il faut pour employer la manière forte. Ils ont une place prééminente qui pérennise leur incontestable influence sur les relations internationales. Le prix des médicaments est exorbitant aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'on a vendu notre âme à l'industrie pharmaceutique. Il existe de nombreuses preuves d'une corruption systémique dans notre démocratie. Les gens ont peur. Un riche donateur peut leur dire « Si vous prenez une position qui me déplaît, je vais être contraint de financer un de vos opposants à la prochaine élection. » Il est clair que si nous ne trouvons pas un moyen de résoudre ce problème central, nous ne pourrons plus gouverner et nous ne pourrons donc pas adopter les mesures qui nous permettent de survivre. Madame Merkel, toutes ces conversations, via le Danemark, la NSA américaine, mais l'ensemble de nos premiers ministres sous écoute. Que fait l'Europe? Rien du tout, non, sorry, on va essayer de parler pas trop vite la prochaine fois au téléphone, comme ça vous entendrez mieux nos conversations. Edward Snowden nous apprend que les États-Unis d'Amérique, via le programme PRISM, filtrent l'ensemble de nos communications par mail européennes. Tous nos mails, que vous envoyez ici les uns les autres, hop, ça passe par les États-Unis, hop, ça revient, c'est filtré. Et on dit rien. Pourquoi? Parce que c'est les États-Unis d'Amérique. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Pourquoi? Et donc, la France, et j'espère que la Belgique ne suivra pas, envoie des bateaux militaires américains, français en opération avec les Américains en mer de Chine. Mais qu'est-ce que l'Europe va aller foutre en mer de Chine? Vous imaginez que devant la mer du Nord, les Chinois commencent à parader avec leurs porte-avions? On fait quoi là? Je veux dire, c'est quoi ce nouvel ordre mondial qu'on est en train de faire là maintenant? Donc le danger de guerre est grand. Pourquoi? Parce qu'il y a crise économique. Une superpuissance comme les États-Unis d'Amérique n'acceptera pas de laisser tomber son hégémonie mondiale. Je demande aujourd'hui à l'Europe, à la Belgique, de ne pas rentrer dans ce jeu-là des États-Unis d'Amérique. De ce côté, ce partenariat stratégique, comme on nous le développe ici aujourd'hui, n'est pas une bonne chose pour les peuples du monde. Fin de la visite du président chinois Xi Jinping en Arabie Saoudite. Des contrats d'une valeur de 30 milliards d'euros ont été signés entre l'Empire du Milieu et la monarchie pétrolière du Golfe. Une visite critiquée par Washington. Les ministres iraniens et saoudiens des Affaires étrangères se sont rencontrés jeudi à Pékin. Un rendez-vous pour mettre en œuvre la normalisation des relations entre les deux puissances du Moyen-Orient après des années de fortes tensions. Ce qui n'est pas du goût des Américains. Pas sûr que la question des droits de l'homme ait été abordée lors de cette rencontre. Visiblement, en tout cas, l'Arabie Saoudite prend ses distances avec les États-Unis. Y a-t-il un nouvel axe? Le plus impressionnant, c'est pas les Saoudiens qui effectivement lâchent l'allié américain, si on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas, c'était quand même, il y a des bases, il y a des choses comme ça. Bien sûr, d'un point de vue symbolique. Alors non seulement ils acceptent de se faire payer en yuan, ou même, je crois, dans le shilling kényan ou d'autres devises. Ça, c'est merveilleux. Mais en plus de ça, ils décident de désobéir aux injonctions de Washington. On leur dit, vous ouvrez le robinet, ils le ferment d'1 million de barils le jour. On leur dit, mais attendez, non, faut ouvrir le robinet, là. Bah là, on le referme de 1,6 million de barils, de 1,6 million de barils par jour. Et puis tout le monde est d'accord, hein. Les Russes, les Irakiens, les Émirats Arabes Unis. Mais qu'est-ce qui se passe? D'un seul coup, les Américains peuvent plus imposer leur cas de volonté à tout le monde. Donc, il y a la double désobéissance, c'est-à-dire que le contrat entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite depuis 1974, c'était que les Arabes exigent le paiement du pétrole en dollars, donc les fameux pétrodollars, qui sont en fait le tuyau qui remplit les caisses vides des États-Unis depuis 96 ou 2000. Donc le dollar finance des déficits. Le dollar, ce n'est que de la monnaie dette. Bon, bah, d'un seul coup, si l'Arabie Saoudite accepte de se faire payer en euros, en yuan, en tout ce que vous voulez, d'où va arriver l'argent qui comble les déficits américains? Ça leur pose un vrai problème.
Et en plus de ça, si les Américains peuvent même plus dire au roi Bin Salman ou à je ne sais quel membre éminent de l'OPEP, vous ouvrez le robinet parce que ça nous arrange et que nos réserves actuellement, les réserves de pétrole américaines sont au plus bas. Mais là, c'est comme on dit, là, c'est la baffe aller-retour, quoi. Il reste l'Iran, visiblement, que vous citez pas d'ailleurs à chaque fois. J'allais le faire. Ah oui, l'Iran, merveilleux. L'Iran va rouvrir ses ambassades à Riyad et réciproquement, l'Arabie va rouvrir des ambassades peut-être à Téhéran, Ispahan, pourquoi pas Yazd, on ne sait pas, il y aura peut-être des consulats. Et qui a orchestré le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite? C'est Monsieur Li Qiang, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères chinois. Ça veut dire qu'en plus de ça, non seulement la monnaie chinoise aujourd'hui remporte l'adhésion de 50 pays, mais en plus de ça, la diplomatie chinoise rapproche les frères ennemis. L'Iran était l'ennemi, évidemment, l'axe du mal, hein, Iran, Corée du Nord et Cuba, hein, voilà. Venezuela, pardon. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, poursuit sa tournée en Amérique latine avec une étape au Venezuela. Reçu par le président Maduro, le chef de la diplomatie russe a appelé à une union avec ses alliés pour contrer un supposé chantage occidental. Le Venezuela est un allié clé de la Russie, soumis à des sanctions américaines qui étouffent son économie. Le pays a signé des accords avec Moscou sur l'exploitation pétrolière et minière. Мы солидарно с венесуэльскими друзьями выступаем с единых позиций в защиту права народов самим определять свое будущее, свою судьбу без вмешательства извне, без диктата и шантажа, и без, конечно же, попыток повлиять на них незаконными односторонними ограничительными мерами, которые сейчас практикует коллективный Запад. Le Venezuela soutient la Russie sur le dossier ukrainien. Le Brésil a lui aussi imputé la responsabilité du conflit aux Occidentaux. Critiqué par Washington pour cette position polémique, le président brésilien Lula a finalement clairement condamné la violation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine ce mardi. Sergueï Lavrov est par la suite attendu à Cuba et au Nicaragua, deux autres pays hostiles à Washington. Donc l'axe du mal, ça y est, le Venezuela il paye aussi en yuan, ou se fait régler en yuan. Encore un vilain qui a rejoint la bande des vilains. Le problème, c'est que quand il y a trop de vilains en face de soi, on peut plus faire grand-chose non plus. Hein. Donc là, c'est doublement embêtant, effectivement, cette volte-face de l'Arabie Saoudite. C'est qu'on comptait bien, justement, sur l'Iran pour contrebalancer l'influence de l'Arabie et réciproquement. Donc c'était surtout que les Américains s'appuyaient sur l'Arabie Saoudite pour marginaliser l'Iran. Maintenant, voilà que ces gens-là se reparlent. Donc, et en plus de ça, ils sont tous d'accord, par contre, eux, pour commercer en yuan. Alors l'Iran, depuis qu'ils font l'objet de sanctions, donc ça fait longtemps, que tout vient de Chine. Moi, j'étais en Iran, donc j'ai vu que à peu près tout vient de Chine. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui pourrait venir des États-Unis? Qu'est-ce que les États-Unis aujourd'hui auraient à vendre à l'Iran? Et je pense que le roi Bin Salman, pour son phénoménal projet Neom, d'où vont venir les infrastructures, le matériel et tout? Ça va pas venir des États-Unis, hein, ils savent pas faire. Ça va venir de Chine. Les lignes de chemin de fer, les métros, tout ça sera fabriqué par les Chinois. Les Américains, ils savent pas, ils vont pas leur fournir tout ce dont les Saoudiens ont besoin. On avait bien compris qu'ils se sont manifestés tout seuls avec son petit panneau le dollar c'est de la daube. Ah ben on se faisait bombarder Tripoli, on se faisait envahir Bagdad, on se retrouvait avec une guerre à Moscou. Chaque soir, je me demande pourquoi tous les pays sont obligés de commercer en dollars. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le dollar est la première monnaie de réserve mondiale. Le billet vert est accepté partout dans le monde. Tout le monde connaît le billet vert dans les coins les plus... C'est la monnaie universelle, en clair. Et ça pousse pas mal de pays aujourd'hui, justement, à se dire il faut que le dollar, on s'en débarrasse, en fait. Les BRICS, c'est 40% de la population mondiale. C'est maintenant un PIB sur ces 5 pays qui est supérieur au PIB des pays du G7.
Est-ce la fin du dollar? La monnaie américaine est aujourd'hui encore la monnaie de référence mondiale, la moitié des échanges commerciaux planétaires se faisant en billets verts, un outil de domination et d'influence géopolitique pour les États-Unis que certains pays comme la Chine en tête, mais encore la Russie ou le Brésil veulent contrecarrer, et pourquoi pas avec le lancement de leur propre monnaie. Qui a décidé que le dollar serait la monnaie de référence mondiale? Ça remonte à Bretton Woods en 1944. Oui. On a dessiné le nouveau système financier international. Oui, et qui s'est organisé autour de la puissance dominante, qui était les États-Unis. Vainqueur de cette guerre. Vainqueur de cette Seconde Guerre mondiale. Voilà. Les États-Unis ont pris la place de la Grande-Bretagne. Bon. Donc, la monnaie dominante est celle du pays qui domine. Et les États-Unis ont dominé pendant 60 ans, 70 ans, d'un point de vue économique, d'un point de vue militaire, il ne faut jamais oublier ça. Et le dollar était une valeur refuge. Alors dès 1965, Lula n'a rien inventé, il y avait un homme qui s'appelait Général de Gaulle qui avait dénoncé le privilège exorbitant du dollar. À votre avis, ils vont laisser faire? Là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est ça. Est-ce qu'ils vont laisser faire? Évidemment non. Ils vont certainement essayer de trouver quelque chose. On verra, l'avenir nous le dira. Je serais tenté de penser qu'ils vont nous sortir un truc du chapeau. Mais là, en l'état, est-ce qu'ils peuvent quelque chose contre la dédollarisation? La réponse, c'est non. Là, ils ont perdu. Et ils ont perdu tout seuls. Ils ont fait fuir les détenteurs de dollars. Le dollar, la peur, on va y revenir justement, qui a provoqué aussi cette guerre en Ukraine avec les sanctions contre la Russie. Et ça pousse pas mal de pays aujourd'hui justement à se dire, il faut que le dollar... on s'en débarrasse en fait. Oui, mais c'est à cause de l'extraterritorialité du droit américain. Justement, expliquez-nous ce que c'est que cette extraterritorialité. C'est important. Hein. Les Américains estiment que toute transaction en dollars transite par les États-Unis. Donc ils ont un droit de regard dessus. Donc ils ont un droit de regard. Donc si vous commercez, la Russie est sous sanction, mais avant il y avait le Soudan, l'Iran, etc. Donc si je commerce, je suis une banque comme BNP Paribas par exemple, si je finance des opérations sur le Soudan, qui est sous sanctions américaines, ça transite forcément par les États-Unis, et à ce moment-là, je rentre dans le champ des sanctions. Et les Américains ont un moyen de pression formidable, c'est qu'ils expliquent à la banque, si vous ne payez pas l'amende, vous ne pouvez plus exercer aux États-Unis. C'est ce qui s'est passé justement en Iran aussi pour pas mal de sociétés françaises. Hein. Et donc, à partir de ce moment-là, évidemment, vous y regardez à deux fois avant de traiter avec ces pays. Ouais. Et avec la guerre en Ukraine, les sanctions ont été étendues, élargies. Il y avait déjà des sanctions avec la Russie, ça a été étendu, élargi. Et comme beaucoup de pays commercent avec la Russie, ne serait-ce que pour leur acheter des matières premières, donc à partir de là, ils se sont dit, mais c'est un problème. Donc, d'où l'idée, effectivement, de se passer du dollar dans les échanges commerciaux. Oui, et on voit que c'est en train d'arriver avec les BRICS, notamment. Les BRICS, on rappelle ce que c'est. C'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Les États-Unis, l'impérialisme américain, sont intervenus en Chine en 1945-1946, en Syrie en 1949, in Korea 1950-1953, in China 1950-1953, en Iran en 1953, au Guatemala en 1954, au Tibet entre 1955 et 1970, en Indonésie en 1958, la baie des Cochons à Cuba 1959, en République démocratique du Congo entre 1960 et 1965, en République dominicaine en 1961, in Vietnam 10 jaar 61-73, in Brazilië 64, in de Republiek of Congo 64, in Guatemala weer eens 64, in Laos 64 tot 73. En République dominicaine, 65-66. Je n'ai pas encore fini, chers collègues. L'impérialisme américain est intervenu aussi en Pérou en 1965, en Grèce en 1967, au Guatemala à nouveau en 67, au Cambodge 69, au Chili avec la démission forcée par la CIA du camarade Allende en 1973, en Argentine en 1976, en Angola les troupes américaines en 76 jusqu'en 92, en Turquie en 1980, en Pologne en 1980, en El Salvador 81, Nicaragua 81, Cambodge 80 en 95, le Liban, la Grenade, la Libye en 86, en Iran en 87. Les États-Unis d'Amérique sont intervenus en Libye en 89, aux Philippines en 89, au Panama en 1990, en Irak en 1991, en Somalie entre 92 en 94. De Verenigde Staten van Amerika zijn tussengekomen in Bosnië in 95, in Irak weer eens in 92 tot 96, in Sudan in 98, Afghanistan 98, Joegoslavië in 99, Afghanistan in 2001. Les États-Unis d'Amérique sont encore intervenus en Irak
entre 2002 et 2003, en Somalie en 2006-2007, en Iran entre 2005 et aujourd'hui, en Libye en 2011 et au Venezuela en 2019. Qu'est-ce qu'on a à dire à ça, chers collègues? Qu'est-ce qu'on peut dire qu'une puissance aussi dominante au niveau du monde est intervenue dans tous ces pays? Quel intérêt avons-nous, la Belgique, avons-nous, les peuples européens, de se lier stratégiquement avec une puissance aussi dominante? C'est un moment dur pour tout le monde, Rambo. Tout ça, c'est du passé maintenant. Je vais rentrer chez moi, ça n'arrête plus de crier. Je vais rentrer chez moi, le conduire ma Chevrolet 58. Je n'arrivais pas à trouver ses jambes. C'est important pourquoi? C'est important au moins pour que nous comprenions, nous aussi, que nous ne sommes pas le camp du bien. Et ça, c'est très important parce que si on pense que nous sommes le camp du bien, nous pouvons tout nous permettre. Le bien peut tout se permettre. Et si l'autre en face passe la même chose, vous imaginez où nous allons. Les Français aiment l'Amérique. Ils l'aiment grande. Ils l'aiment immense. Ils l'aiment à la hauteur des rêves que nous faisons pour ce grand pays et cette grande société. Bien moi, mon projet, il est simple. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Monsieur Poutine,